Le samedi 4 août 2018, le collectif Belgorage s'est rendu à Lefrancouc au sein du département du Nord en France pour assister et même participer à une conférence dédiée à la traque aux orages nommée « Chasseurs d'éclairs ». Cette dernière s'étant tenue dans un ancien fort appelé Fort des Dunes, offrait une ambiance particulière en donnant l'impression de se situer sous le niveau des dunes de sable. Initié à l'occasion d'un événement orienté vers les étoiles, David Grisolet, président de l'association astronomique L'Étoile de Mer et organisateur de l'événement portant sur les astres, s'est joint à Philippe Talleux, traqueur d'orage depuis près de 20 ans, afin de mettre cette conférence sur pied. Parmi les exposés réalisés, ceux-ci s'articulèrent autour de la traque aux orages proprement dite. Ainsi, pour sa part, Philippe Talleux passa en revue l'ensemble des éléments liés à la traque en France. Via le matériel utilisé, l'expérience sur le terrain ou encore le défilement de prise de vue, Philippe Talleux prit le soin de partager sa passion au public qui put se rendre compte des expériences à la fois si particulières et uniques qui animent la vie des traqueurs d'orage. Parallèlement, Samina Verhoeven fit exactement de même pour les États-Unis en passant au peigne fin chaque aspect logistique lié à la traque au sein des Grandes Plaines américaines. Ceci étant particulièrement important pour maximiser les chances d'observer des orages aussi esthétiques que mémorables et aux phénomènes associés hors normes. Quant à Jean-Yves Frick, il s'attarda essentiellement sur le contexte météorologique de la Tornado Alley afin de démystifier au public ce qui amène cette région des USA à être autant soumise aux tornades. Nous vous proposons d'ailleurs d'assister à l'exposé ayant été réalisé par Samina Verhoeven et Jean-Yves Frick qui vous est transmis dans son intégralité. Pour ma part et pour Samina, nous représentons le collectif Belgorage. Nous allons vous parler de la traque aux États-Unis. Nous avons été en 2013 et en 2015. Alors, nous allons nous attarder sur la Tornado Alley, cette région des États-Unis où se développent plusieurs centaines de tornades par an. Alors, nous allons voir rapidement quelles sont les conditions météorologiques qui permettent à ces orages de se produire et de développer autant de tornades. Et nous allons ensuite, je vais personnellement ensuite parler des outils mis à la disposition du grand public et des chasseurs d'orage aux États-Unis. On va voir que c'est très différent par rapport à ici. Puis Samina prendra le relais pour vous immerger véritablement dans la Tornado Alley via des photographies, des vidéos, etc. Alors pourquoi aller aux États-Unis ? Évidemment, la majorité des traqueurs d'orage et de tornades rêvent un jour d'aller là-bas parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des orages violents, d'avoir des tornades, etc. On va voir rapidement qu'est-ce que c'est que la Tornado Alley. Samina passera ensuite à la traque et aux conclusions par rapport à tout ça. Alors la Tornado Alley, on va voir sur une carte des États-Unis où se situe la Tornado Alley. On va voir quelles sont les conditions météorologiques qui permettent à ces orages de se développer et de produire autant de tornades. Alors la Tornado Alley, en fait, elle n'a pas vraiment de frontières. C'est pas un pays, c'est pas une région bien définie, mais grosso modo, on l'estime regroupant les États du Dakota du Sud, du Nebraska, du Kansas, du Colorado, de l'Oklahoma et du Texas. Comme je l'ai dit, ça dépend des années, ça varie un petit peu d'une année à l'autre. Alors, quelles sont en grosso modo les conditions météorologiques qui permettent à ces orages et à ces tornades de se développer ? Vous avez tout d'abord de l'air chaud et humide remontant du golfe du Mexique vers le centre des États-Unis. Celui-ci est surplombé par de l'air chaud et sec en provenance des plaines semi-désertiques, voire carrément des déserts du sud-ouest des États-Unis. En altitude, vous avez de l'air froid et sec en provenance du Canada et des montagnes rocheuses. Tout ceci va vous donner énormément d'instabilité sur toute la région, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur pour permettre le développement des orages. Et là, là-bas, c'est la ligne sèche, une dry line, en fait, comme on l'appelle là. Elle est représentée ici par des lignes brunes en pointillés. Donc c'est sur cette ligne que vont se développer les orages. Ils vont bénéficier d'une très forte instabilité, de beaucoup d'humidité, mais en plus, ils vont bénéficier d'une forte dynamique d'altitude engendrée par un courant de jet en provenance de l'ouest, en provenance des montagnes rocheuses. Donc tout ceci va permettre vraiment des orages violents de se développer et ceux-ci vont provoquer des tornades. Alors en quelques chiffres, la Tornado Alley, elle recouvre environ 15% de la superficie des États-Unis. Grosso modo, c'est 3-4 fois la taille de la France, à peu près. En moyenne, chaque année, 270 tornades se développent. Les sirènes d'alerte aux tornades ont été mises 13 minutes avant le développement théorique de celle-ci. C'est 8 minutes de gagné par rapport à 1980. Malgré tout, les tornades font encore en moyenne 80 morts par an et 1500 blessés. Donc c'est encore beaucoup. Alors ici, on a repris rapidement une image reprenant le report de tornades sur une période donnée, mais surtout,
ce qui est intéressant, ce sont les alertes aux tornades. Tous ces petits triangles, ces petits carrés rouges, donc représentent ces alertes à la tornade qui ont été mises donc en règle générale 13 minutes avant l'apparition des tornades et qui permettent aux personnes de pouvoir se mettre à l'abri. Elles sont délivrées par un institut national lorsque celui-ci estime qu'un orage est capable de produire une tornade. Donc c'est pas sûr qu'il y en ait, mais voilà. On délivre les tornado warnings, donc les alertes à la tornade, en règle générale 13 minutes avant. Parfois, il arrive malheureusement que les alertes aux tornades sont délivrées trop tard. Quand la tornade est déjà là, les sirènes hurlent et bon, malheureusement, il est trop tard. Mais en règle générale, c'est de plus en plus efficace. Donc voilà, on a très vite survolé la Tornado Alley. Qu'est-ce que c'est exactement? Maintenant, on va parler des outils et dispositifs gratuits mis à la disposition du grand public. Tout d'abord, à gauche, le Storm Prediction Center, c'est en fait un site, c'est un organisme officiel américain, ça n'existe pas en Europe en tous les cas, qui délivre chaque jour, plusieurs fois par jour, des bulletins météorologiques annonçant véritablement le potentiel du risque d'orage violent et de tornade pour la journée. C'est remis à jour plusieurs fois par jour. Alors ça va du faible risque au risque élevé. Samina en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas parce qu'un risque est faible que ce n'est pas intéressant. On a eu en 2013 et en 2015, dans des risques faibles, des fortes tornades, des orages très violents, etc. Mais disons que plus la probabilité est élevée, plus le risque est élevé. À droite, c'est le National Weather Service qui, lui, délivre les alertes à la tornade, comme on a vu juste avant. On a ici une carte des États-Unis reprenant toutes les alertes et tous les veilles de tornades et d'orages violents sur le territoire américain. Alors, aux États-Unis, il existe une chaîne de télévision spécialement dédiée à la météorologie, ce qui n'existe pas chez nous. Alors bien sûr ici, on propose bien sûr les tendances pour les prochains jours, mais ce qui est surtout intéressant, c'est lors des gros épisodes orageux et tornadiques qu'il y a régulièrement aux États-Unis, ils font des suivis en direct. Donc par exemple, lors du gros épisode du 27 avril 2011 où il y a eu 150 tornades, eh bien, pendant 8 heures d'affilée, la chaîne de télévision a émis des alertes, des bulletins, etc. pour la population pour pouvoir se mettre à l'abri. Donc c'est vraiment une chaîne de télévision très très suivie aux États-Unis. Alors il existe des chaînes de télévision locales qui font la même chose pour chaque État, mais celle-ci c'est évidemment la chaîne nationale. Alors maintenant parlons plus pour les trackers d'orage qui utilisent énormément les radars Doppler. À gauche, les radars Doppler fixes, l'image de gauche, l'image de droite, les radars Doppler mobiles. Et au centre, c'est une image des États-Unis reprenant tout l'emplacement des radars Doppler fixes. On voit qu'il y en a énormément. En France, en Belgique, voilà, on n'y a pas accès. Aux États-Unis, ils sont quand même nettement plus avancés là-dessus. Alors pour les trackers d'orage, on les utilise énormément. Pourquoi? Parce qu'un radar Doppler, par rapport à un radar de réflectivité classique, il va bien sûr détecter les précipitations, mais surtout, il va pouvoir détecter quelle est la vitesse de déplacement des hydrométéores au sein des nuages orageux et quelle est la direction qu'ils vont prendre. Donc, parfois, on peut voir sur un radar Doppler, sur une imagerie de radar Doppler, une sorte de rotation qui va nous permettre de dire cet orage-là, il est rotatif, donc il va pouvoir produire une tornade, possiblement en tous les cas. Donc lorsqu'on traque les orages aux États-Unis, c'est vraiment l'outil indispensable. On va pouvoir bien se situer par rapport à la zone de rotation et par rapport aux possibles futures tornades. Alors les radars Doppler sont accessibles gratuitement aux États-Unis pour n'importe qui. Seulement, ils ne sont pas très précis. Donc nous, les trackers d'orage, on utilise des logiciels spécialisés, les GR Level, comme par exemple ici. Alors l'image de gauche, en fait, c'est une image de réflectivité, comme vous pouvez avoir pour Météo France, c'est-à-dire les précipitations finalement. Mais l'image de droite, elle est beaucoup plus intéressante pour nous, les trackers. Elle va pouvoir déterminer les zones de rotation. Par exemple, ici, en rouge, les précipitations s'éloignent du radar, en vert, elles s'approchent. Lorsque l'on a sur cette image une sorte de dipôle concentré vraiment sur un tout petit point de vert et de rouge, ça veut dire qu'il y a une zone de rotation. Et donc c'est vraiment là, dans cette zone-là, qu'on va se diriger pour essayer d'être au plus proche de la possible future tornade. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus indispensable. Le radar Doppler, c'est vraiment on va dire l'outil le plus important pour tout tracker d'orage aux États-Unis. Chez nous, malheureusement, nous n'avons pas accès à ce genre de radar. Donc même s'il y a une tornade, on a beaucoup plus de difficultés, évidemment, à y accéder. Aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, j'ai survolé rapidement la présentation de la Tornado Alley et les outils que l'on peut disposer. Maintenant, je vais laisser la place à Samina qui va vous immerger véritablement dans la Tornado Alley, dans nos voyages en 2013 et en 2015, et vous allez voir que ce sont quand même des orages assez extraordinaires et des phénomènes assez extraordinaires. Voilà, merci à toutes et à tous.
Bien le bonjour. Donc on va continuer le voyage aux États-Unis et je vais vous présenter quelques phénomènes qu'on peut rencontrer aux États-Unis, les dangers, les pièges à éviter, l'ambiance générale des États-Unis et essayer de vous donner l'envie d'y aller, pourquoi pas dans un futur proche. On va commencer par une journée type pour un tracker d'orage aux États-Unis, qui n'est pas du tout le même style qu'en France ou en Belgique. C'est beaucoup plus soutenu, donc il faut être patient, il faut pouvoir avoir des nuits très courtes, donc 4-5 heures en général, pas plus, et il faut vraiment avoir beaucoup d'endurance. Donc la journée commence vers 8 heures où on commence à se réveiller difficilement. On commence avec les prévisions du jour pour savoir exactement dans quelle région les développements orageux vont se faire. On prend notre petit déjeuner, on fait le plein d'essence, on charge la voiture qui a été déchargée la veille, donc on remet tout le matériel, les valises, enfin tout ça. Et à 10 heures, on est prêt à partir. On a jusqu'à plus ou moins midi et demi plus ou moins pour faire une partie de la route vers les points de départ pour les orages. C'est pas toujours le cas, parfois on mange pas, ça dépend du timing. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. On mange quand on peut en fait, quand on a vraiment l'occasion. Ensuite, on arrive sur le terrain vers 15h30, 16h plus ou moins, où là on peut commencer à voir les premiers développements orageux. Ce qu'on essaie de faire, c'est être vraiment au tout début de l'orage, vraiment les premiers développements et pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Jusqu'à 22h, on peut estimer que la traque... Oui, jusqu'à 22h, on peut estimer que la traque se termine, sauf si on se rend compte que les ambiances orageuses nocturnes sont très intéressantes, parce qu'elles sont intenses ou très fréquentes, ou parce que le lieu est vraiment exceptionnel. Donc normalement, la traque se termine à 22h, sauf si on décide de faire la nuit, et donc la nuit, ça peut être parti jusqu'à 3h du matin, ce qui est arrivé plusieurs fois en 2015. 22h30, on refait des prévisions orageuses pour le lendemain, pour savoir exactement le lendemain s'il y a des orages et si oui, dans quelle région ils vont se développer. Et voilà, parfois ça peut arriver que c'est à 1000 km de la position à laquelle vous êtes pour le moment, donc il faut prévoir le voyage jusque-là. Donc on fait un premier morceau de chemin jusqu'à plus ou moins 2h du matin pour vraiment limiter le nombre de kilomètres à faire le jour même, enfin le lendemain. Et puis ensuite, on trouve un motel pour pouvoir se reposer, décharger le matériel, mais aussi surtout recharger le matériel, les batteries et tout ça, puisqu'on dépend de l'électricité pour recharger les batteries de nos appareils photo et caméras. Donc ensuite, vers 3h du matin, on peut estimer qu'on a fait tout ce qu'il fallait et qu'on a droit à un petit répit pendant ici 5 heures pour l'exemple. Mais donc voilà, ça c'est une journée type. Donc vous voyez que c'est assez soutenu. Il faut savoir tenir le coup. En même temps, nous on a été 2 fois aux États-Unis et on s'est rendu compte que c'était toujours l'adrénaline qui nous a tenus en haleine et qui nous a permis de terminer le voyage. Sur les genoux, certes, mais ça nous permet de ramener des belles photos et des belles histoires. Alors, je vais vous expliquer brièvement la différence entre une traque active et passive. C'est très rapide dans le sens où la traque passive, donc c'est pouvoir rester sur un point de vue, voir arriver l'orage, en profiter au maximum, voir son développement, prendre des prises de vue, vidéos et photos, et se laisser envahir entre guillemets par l'orage, donc le laisser passer au-dessus de nous et puis éventuellement le suivre si on est super motivé, si l'orage donne vraiment des belles ambiances. Donc ça c'est la traque passive. La traque active, elle, c'est suivre l'orage au fur et à mesure, vraiment découvrir son développement minute par minute et dans ces cas-là, c'est surtout pour les tornades, essayer d'être au plus proche de la région de la cellule qui produit la tornade. Donc, en fait, le plus gros point négatif de la traque active, c'est qu'on ne profite pas de la même manière d'un orage que si on est en traque passive. On est dans la voiture, il y en a un qui conduit,
Une autre personne est sur les cartes GR Level, comme vous avez vu tantôt, en train de voir comment l'orage se développe. Et éventuellement, la troisième personne derrière peut faire quelques photos ou vidéos. Mais bon, voilà, c'est pas la même vision, c'est pas la même approche, mais les deux sont en général très fructueuses. Alors aux États-Unis, ce qui est comique, c'est que les Américains sont à fond dedans. Donc ils vont jusqu'à modifier leur voiture, leur SUV, c'est des SUV, donc c'est des gros 4x4. Et c'est des voitures qui sont prêtes à aller dans les phénomènes les plus violents, donc la grêle ou même pour certaines les tornades. Et pour être au plus proche de ceux-ci et pouvoir les filmer, les photographier du mieux qu'ils peuvent. Donc voilà, ça c'est le genre de véhicule qu'on peut rencontrer aux États-Unis, c'est pas rare. Et quand on en rencontre, on se dit qu'on est dans la bonne région. Ouais. C'est un point positif. Alors, ce qui est aussi très appréciable, c'est que la communauté orageuse, la communauté de chasseurs d'orage aux États-Unis est très variée, très multiculturelle. On se rencontre tous là-bas. Il y a des Suisses, il y a des Italiens, il y a des Allemands. Il y a vraiment, ça vient du monde entier. Donc, c'est vraiment chouette de rencontrer des collègues de terrain sur le terrain. Et donc, voilà, ça c'est un exemple de track qu'on a fait au Colorado. Et on a eu le plaisir de rencontrer Denis Oswald, Eiko et Valentina, donc, qui sont 3 grands chasseurs d'orage européens, donc allemands et italiens. Alors, le point auquel il faut qu'on fasse attention quand on traque aux États-Unis, c'est les dirt roads. Les dirt roads sont des routes, comme on voit ici, de poussière, de terre, de poussière ou de gravier. En soi, c'est pas un problème tant qu'elles restent sèches, mais une fois qu'elles sont mouillées dues aux orages, aux rafales descendantes ou autres, elles deviennent boueuses, elles deviennent très dangereuses. Et il n'est pas rare de retrouver des chasseurs d'orage embourbés ou sur le côté de la route, parce que c'est boueux et les voitures ne tiennent pas le coup sur ce genre de route. Donc ça, c'est une chose auquel il faut faire vraiment attention là-bas. Nous, on essaie d'éviter au maximum les dirt roads, mais voilà, parfois c'est pas possible et on en prend malgré tout quelques-unes, mais il faut prendre ça en compte, ça c'est certain. Alors aussi, une chose qui est très différente par rapport à ici, c'est que les routes sont en quadrillage, donc pour suivre un orage qui en général a une trajectoire diagonale, on s'amuse quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va passer plus sur les phénomènes en tant que tels, donc les types de structures qu'on rencontre là-bas, mais je vais commencer par juste quelques faits. Donc, les structures qu'on vise là-bas, forcément, quand on va aux États-Unis, c'est les supercellules, puisque c'est des structures beaucoup plus abouties que les autres et qu'elles sont beaucoup plus fréquentes là-bas aux États-Unis qu'ici, et qu'elles sont capables de produire de la grêle, grosse grêle, des pluies intenses, des rafales descendantes et, si on a de la chance, des tornades. Et il faut savoir que seule une supercellule sur 6 produit une tornade. Donc c'est pas parce qu'on voit une supercellule sur le radar qu'on peut se dire « Ah oui, chouette, il y aura une tornade ». Non, c'est pas toujours le cas, donc c'est à prendre en compte aussi. Donc ça, c'est un exemple de supercellule qu'on a eu au Texas. Donc quand je parlais de structure aboutie, voilà, ça c'est un exemple de structure bien aboutie. C'est une cellule exceptionnelle parce qu'elle a été prise au coucher du soleil et donc elle avait des couleurs splendides. Et ça, c'est un phénomène qui est assez typique aux États-Unis, c'est que les couleurs sont beaucoup plus saturées qu'ici et beaucoup plus présentes. Donc ici, côté droite de la photo, c'est un jaune vraiment bien saturé et c'est exceptionnel. Exemple d'une autre supercellule, ça c'est de type LP, donc Low Precipitation, donc qui ne donne quasiment pas de précipitation. Elles sont exceptionnelles dans le sens où les structures sont vraiment bien visibles et si tornade il y a, elles sont vraiment bien visibles dans ce cas-ci. C'est aussi pour vous montrer le type de point de vue qu'on peut avoir aux États-Unis. Les points de vue sont très faciles à trouver. On ne doit pas avoir un GPS avec tous nos points encodés de points de vue. On s'arrête au bord d'une route, on trouve un point de vue sur le vif et ça marche très bien. Alors ici, c'est donc une petite vidéo pour vous montrer le développement de la supercellule que je viens de vous montrer en photo, juste pour vous donner un aperçu de ce que ça donne.
On a eu tout le loisir de profiter de cette cellule, de notre point de vue qui était en hauteur, et on avait une vue plongeante et bien dégagée sur la supercellule. Et donc c'était un vrai plaisir à traquer cette cellule. Alors ici, on était aussi dans la région des Black Hills, c'est dans le Dakota du Sud, et donc toutes les collines sont Black Hills, donc toutes les collines sont noires. Donc c'est simplement qu'elles sont remplies de résineux et d'arbres en général, et donc ça leur donne une teinte noire de loin. C'est pour ça que la région s'appelle Black Hills. Donc là, clairement, on était à ce moment-là de la traque en traque passive, forcément. Il y a de nombreuses occasions où on a fait un mix des deux, traque active, traque passive, pour pouvoir profiter un maximum des supercellules aussi. Alors, la foudre est un phénomène assez impressionnant aux États-Unis dû à sa fréquence et à son intensité. Et ici, dans ce cas-ci, c'est une photo prise aussi avec la même supercellule qu'on vient de voir, sauf que là, elle était en train de mourir. Et on a trouvé un beau point de vue aussi dans les hauteurs du Dakota pour pouvoir profiter au maximum de la vue qu'elle nous offrait. Et donc je vous parlais tout à l'heure des couleurs que le ciel peut prendre parfois lorsqu'il y a des orages. Ici, c'est un exemple d'un ciel au coucher du soleil, après une supercellule qui nous a donné une belle tornade aussi. Et on a pu observer, en s'éloignant, les coups de foudre qu'elle avait à nous offrir après. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer les types d'ambiances qui peuvent survenir après. Type de coups de foudre différents dans ce cas-ci, puisque c'est des ascendants, ce qu'on appelle des ascendants. Donc c'est des éclairs qui sont friands de tout ce qui est hauteur, donc éolienne dans ce cas-ci. On était entouré d'un champ d'éoliennes de 250 éoliennes. Et on en a profité un maximum, vu que pendant presque une heure et demie, on a pu profiter de coups de foudre ascendants ou descendants. Forcément, ils n'étaient pas tous ascendants. Voici une vidéo pour vous montrer l'ambiance qu'il y avait avec les champs d'éoliennes.
Donc Philippe vous parlait tantôt de l'effet de cage de Faraday avec la voiture. Ici, on avait pris un petit risque pour capter au mieux les éclairs et on a décidé de se mettre à l'extérieur, à l'abri d'un abri en bois près d'un champ pour vraiment profiter un maximum. Donc là, on voit très bien sur ce ralenti que les coups de foudre ascendants partent très bien de l'éolienne et non du sol. Donc ils partent des structures, des hautes structures, immeubles, éoliennes, c'est dans ce cas-ci éolienne. Alors, parlons un peu des tornades à présent. Forcément, la première année où on est parti, notre but était d'étudier les orages dans leur globalité, les différents types d'orages, leur façon de se développer, les dégâts qu'ils peuvent causer, tout ça. La deuxième année, nous sommes partis dans le but de s'approcher plus des supercellules, au cœur des supercellules, et donc au plus proche des tornades par définition. Alors, juste quelques chiffres. Le nombre de tornades en moyenne aux États-Unis par an, c'est 1179 tornades. Le nombre de personnes qui sont tuées en moyenne chaque année, c'est 227. Le risque le plus élevé de tornades, c'est pour les États de Floride, d'Oklahoma et de Texas, les États les plus concernés. Les tornades, il faut savoir qu'elles ne durent pas juste une seconde ou juste 10 minutes. Ça peut fortement varier d'une tornade à l'autre, donc c'est de quelques secondes à plus d'une heure parfois. 2% des tornades seulement sont mortelles et elles sont parfois invisibles. Donc il faut se rendre compte du danger qu'il peut y avoir lorsqu'on traque les tornades. Ici, c'est une supercellule tornadique qui nous a donné en 2015 la chance d'apercevoir, qui a généré, on va dire, 8 tornades différentes. Donc on a pu faire un mélange de traques passives et actives pour pouvoir suivre la supercellule et pouvoir forcément être au plus proche des tornades qu'elle générait. Donc ça, c'est un exemple de tornade qu'elle a généré en mi-parcours, plus ou moins. Et donc, on voit 2 tornades sur la photo. Donc, une tornade anticyclonique et une cyclonique. Donc, c'est un fait assez rare. Et donc, on a eu la chance d'apercevoir ce phénomène. Un autre exemple de tornade qu'on a eu l'occasion d'observer, qui était dans la région du Texas, canadienne, et qui a été assez brève, qui a été très jolie et photographiée par de nombreux trackers. Et ici, donc avec une ambiance typique, avec les ponts typiques de train et quelques hirondelles. Donc une petite vidéo pour vous montrer le développement des tornades de Simla.
Voilà pour vous donner un aperçu des ambiances tornadiques. Alors la prochaine vidéo, donc voilà, ce qu'on a vu est très joli, très paisible. Mais voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines tornades sont plutôt dévastatrices. Et je vais vous montrer une petite vidéo des dégâts que celles-ci peuvent causer, parce qu'en 2013, on a eu l'occasion d'aller sur le site, sur les sites des dégâts de la tornade de Moore, qui a fait d'énormes dégâts et pas mal de morts. Et donc, du coup, on a voulu aussi étudier l'aspect dégâts, les conséquences sur les gens et sur leurs habitations et sur la manière dont ils s'organisaient ensuite. Donc on a vraiment voulu voir l'impact des tornades là-bas. Donc ici on arrive sur un site d'un hôpital pour femmes. Ça, c'est le site du bowling qui se trouvait juste à côté de l'hôpital. C'est pour ça que vous voyez dans certains plans de la vidéo des boules de bowling.
Malheureusement, cette tornade est aussi passée par une école. Et donc, ce qu'on voit dans cette partie-ci de la vidéo, c'est les restes d'une école. Donc on est arrivé une semaine après l'événement et on voulait vraiment d'abord essayer de s'imprégner de l'ambiance qu'il y a dans quand ce genre d'événement se produit et aussi étudier la façon dont la population réagit face à ça, l'entraide, l'énorme solidarité qu'il y a après ce genre de phénomène et voir un peu comment tout reprend vie ensuite. Alors, ce qui est important aussi comme phénomène, et je vais terminer par ça, ce sont les flash floods et la grêle. Les flash floods, ce sont des inondations soudaines qui sont dues aux orages, aux rafales descendantes, et qui produisent pas mal de dégâts et pas mal de morts aussi, plus que les tornades. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. C'est pas que les tornades qui sont mortelles. Il y a beaucoup plus de morts dues aux inondations que par rapport aux tornades. Et donc ici, je vais juste vous montrer une petite vidéo de la grêle pour vous donner un exemple d'ambiance. Donc là, on est dans le désert du Texas, du côté de Pecos. Les routes étaient blanches et remplies de grêle. Et donc, voilà, ça c'est juste pour vous montrer un peu les événements gréligènes aux États-Unis. Alors on peut se dire que jusqu'à plus ou moins 4 cm, on est à l'abri au niveau du pare-brise de la voiture. Si c'est un peu plus gros, on peut se dire que c'est un peu plus dangereux pour les vitres de la voiture. Et ici, un exemple d'inondation suite à un orage. Ce qu'on voit ici, c'est une citerne qui flotte, qui se balade avec le courant de l'eau en pleine ville. Petite ville, petit village. Donc voilà, ça c'est vous montrer la dangerosité des tornades et surtout des flash floods qu'on peut rencontrer là-bas. Donc lorsqu'il y a des orages, il faut prendre ça en compte aussi et ne pas rouler dans les flash floods si on n'est pas sûr de la hauteur de l'eau. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a retenu du voyage aux États-Unis, c'est aussi toutes les interactions qu'il y a entre le peuple, entre les instances officielles et entre les chasseurs d'orage. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'entraide et ils font tout pour que les informations soient divulguées le plus vite possible, soient diffusées le plus vite possible pour justement pouvoir aider les gens et sauver des vies dans ce cas-ci. Voilà. Merci à vous. Suite à l'exposé du collectif Belgorage, un verre de l'amitié fut organisé au sein d'une salle où une série de photographies de Philippe Talleux étaient présentes. Ainsi, en ayant l'occasion de poser des questions aux conférenciers, le public put profiter de prises de vue orageuses émanant de la région du nord de la France, ces dernières offrant un nouveau regard sur la beauté du ciel septentrional. De notre côté, nous remercions infiniment David Grisolet ainsi que Philippe Talleux pour nous avoir permis de partager la passion des orages américains au gré d'un exposé.